Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la cohésion, la solubilité et la miscibilité d'espèces chimiques, chapitre de ton cours de première. On va tout d'abord commencer par voir comment est assurée la cohésion dans les solides. Puis on continuera en étudiant comment les solides ioniques sont dissous dans l'eau. Et dans un troisième temps, nous verrons les notions de solubilité et de miscibilité. Et enfin, on terminera ce chapitre en étudiant la lipophilie et l'hydrophilie d'une espèce chimique organique à travers l'exemple du savon. La cohésion de la matière que l'on constate à notre échelle, l'échelle macroscopique, elle est assurée à l'échelle de l'atome par l'interaction électrique. Et dans cette première partie, on va étudier la manière dont la cohésion est assurée dans les solides, sachant qu'il existe deux grandes familles de solides. Premièrement, on a les solides moléculaires qui sont composés de molécules ou d'atomes. C'est par exemple le cas d'un glaçon qui est composé de molécules d'eau. Mais c'est aussi le cas de beaucoup d'objets qui sont autour de toi. Prends par exemple un livre ou un cahier que tu as devant toi, ils sont composés de molécules, ce sont des solides moléculaires. On a aussi les solides ioniques, qui sont eux, comme leur nom l'indique, composé d'ions. C'est par exemple le cas du sel de table qui est composé d'ion sodium et d'ion chlorure. Concernant les solides ioniques, la cohésion va être assurée par une interaction électrique. Les ions de charge opposée vont exercer des forces attractives entre eux. Ici par exemple l'ion sodium attire l'ion chlorure. Et vice versa, ça marche dans les deux sens. Alors que les ions qui ont des signes de charge identiques vont eux se repousser. Par exemple ici les deux ions sodium se repoussent et les deux ions chlorure se repoussent. On va donc avoir une forme organisée et un motif régulier qui va se créer. On parlera d'un cristal. Et il faut savoir que ce type de cohésion est particulièrement fort. Et pour rappel, puisque je vais utiliser ces mots-là souvent dans la vidéo, les ions positifs ce sont des cations, et les ions négatifs ce sont des anions. Les cations et les anions donc vont se retrouver dans des proportions telles que le solide sera toujours électriquement neutre. Par exemple pour le chlorure de sodium, NaCl, on a autant d'ions chlorure que d'ions sodium. Mais pour le Li2O, qui est composé d'ions lithium Li+, et d'ions O2-, on aura 2 fois plus d'ions lithium que d'ions O2-. Les ions vont donc se répartir sous la forme d'un cristal différent. Concernant les solides moléculaires, cette fois tu vois bien qu'on ne peut pas expliquer la cohésion directement par un excès ou un défaut d'électrons. C'est un peu plus subtil que ça. On a vu dans ce chapitre que certaines molécules, bien qu'électriquement neutres, peuvent se comporter comme des petits dipôles avec des charges partielles du fait de la différence d'électronégativité des atomes qui les constituent. On parlera alors de molécules polaires. C'est par exemple le cas de l'eau qui est la molécule polaire la plus courante que tu vas rencontrer. On a en quelque sorte un petit excès d'électrons au niveau de l'atome d'oxygène et un petit défaut d'électrons au niveau des atomes d'hydrogène. Cette fraction de charge, elle va être responsable d'interactions électrostatiques entre les différentes molécules qui va permettre leur cohésion. On va alors parler d'interaction de Van der Waals. Mais comme on a affaire à des charges partielles et pas à des charges complètes, les interactions de Van der Waals sont de faible intensité comparées aux interactions qui permettent la cohésion dans les solides ioniques. Alors il y a quand même un type d'interaction qui est de plus forte intensité, c'est ce qu'on va appeler les liaisons hydrogènes. Si on a un atome d'hydrogène qui fait une liaison avec un atome très électronégatif, typiquement l'oxygène, l'azote, voire le fluor, alors il va participer à une liaison où il a mis en commun son seul électron, mais où il se le fait complètement piquer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'atome d'hydrogène, ça lui plaît pas tellement cette histoire. Pour compenser ça, il va aller chercher des électrons là où il en trouve des dispos, c'est-à-dire essentiellement sur un doublet non liant d'un atome très électronégatif d'une autre molécule. Et ça va créer ce qu'on appelle une liaison hydrogène qu'on va représenter en général en pointillé qui est de plus forte intensité qu'une simple interaction de Van der Waals. Environ 10 fois plus forte. Mais bon, cette liaison elle reste relativement simple à briser en comparaison des liaisons qui se forment dans les solides ioniques. Ah, et tu vois au passage qu'elle peut tout à fait se superposer aux liaisons de Van der Waals. Et enfin, le dernier cas des solides moléculaires, on a les solides moléculaires qui sont composés de molécules apolaires. Dans ce cas, on n'a pas moyen d'expliquer la cohésion avec des charges partielles, comme avec les molécules polaires. Mais pourtant, la cohésion, elle sera également assurée par des interactions de Van der Waals. C'est par exemple le cas du diode qui, contrairement à une idée reçue, est solide à température ambiante. Alors comment c'est possible tout ça? Faut savoir qu'un atome c'est composé de son noyau et des électrons, mais que l'ensemble n'est jamais totalement figé. Leur nuage électronique, que je représente ici par un ovale en train de tourner, même si dans la réalité c'est absolument pas ça, va se déformer en permanence et on va donc avoir des instants où on va créer des petits dipôles. Et on va ainsi se retrouver avec la même explication que pour les molécules polaires. Mais dans ce cas-là, on parlera de dipôle induit, contrairement au dipôle permanent qui est formé par les molécules polaires. Et tu t'en doutes, cette interaction de Van der Waals, elle est particulièrement faible. Les liaisons sont donc assez faciles à briser. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la dissolution d'un solide ionique dans les solvants, mais plus précisément dans l'eau. La molécule d'eau, on l'a déjà dit plusieurs fois, elle est polaire. Elle va donc avoir des interactions avec les ions d'un solide ionique. Et ces interactions vont pouvoir dissoudre les solides ioniques en 2 ou 3 étapes selon comment on compte. Première étape, on aura la dissociation. Ici le nom il est plutôt explicite, l'eau va sous l'effet des forces électriques, par ses charges partielles, venir détruire le cristal en emportant les anions et les cations qui le composent. On va alors se retrouver avec des ions qui seront totalement séparés. L'étape numéro 2, on aura la solvatation, ou l'hydratation si le solvant c'est de l'eau. Les molécules d'eau vont alors venir emprisonner les ions. On dira qu'ils sont solvatés. Mais ça c'est le nom générique pour n'importe quel solvant. Lorsque le solvant est spécifiquement de l'eau, comme c'est souvent le cas,
on parle d'hydratation, et on dit que les molécules sont hydratées. Et enfin l'étape 3, qu'on regroupe souvent avec l'étape 2, mais que tu verras parfois notée en tant qu'une étape distincte, c'est pour ça que je t'en parle, on aura la dispersion. Les ions solvatés vont se disperser au sein de ton solvant, donc ici au sein de ton eau. Pour modéliser la dissolution d'un solide ionique, on utilisera une équation de réaction. Et celle-ci, elle devra respecter quelques règles. On retrouvera à gauche le solide qui se dissout, une flèche qui pointe vers la droite pour indiquer que le processus va dans le sens de la dissolution. Au-dessus de la flèche, on précisera le solvant. Et à droite, on aura les ions séparés, donc l'anion et le cation. Si on prend l'exemple de la dissolution du chlorure de sodium, on a du NaCl. Et tu vois qu'on précise entre parenthèses le petit S pour indiquer que c'est solide. Attention, ton correcteur t'attend sûrement sur cet élément, il ne faut absolument pas oublier le S. On précise la flèche avec l'eau pour préciser que le solvant c'est de l'eau. Et à droite, on se retrouve avec du Na+, ça c'est le cation, et du Cl-, ça c'est l'anion. Et on précise que ces ions-là sont dans un solvant, dans l'eau, en précisant entre parenthèses AQ pour aqueux. De plus, tu vois que pour symboliser un solide ionique, on va toujours utiliser la notation suivante. On va toujours écrire d'abord le cation, donc ici pour le NaCl, on a d'abord écrit le Na, le cation, puis l'anion, donc le Cl, et en indice les proportions dans lesquelles on retrouve les anions et les cations, de telle sorte que les charges électriques se compensent. Et on n'écrira jamais les charges électriques dans les solides ioniques. Bon, pour le NaCl, comme on trouve autant de Na+, que de Cl-, on ne précise aucun indice. Mais pour autant, comme tu l'avais vu au début de cette vidéo, pour le Li2O, on avait 2 fois plus d'ion lithium, on avait donc un 2 en indice de l'ion lithium. La concentration molaire C en soluté apportée d'une solution, elle est définie par la formule C est égal à N sur V. La concentration en soluté, elle est en mol par litre, la quantité de matière, elle est en mol, et le volume, il est donc toujours en litres. Si tu veux parler de la concentration d'un ion, alors tu indiqueras la concentration entre crochets. Par exemple, si on introduit 5 g de NaCl, donc de sel de table, dans 1 litre d'eau, on nous demande quelle est la concentration en soluté apportée. Pour ça, on utilise la formule. Ici, on remarque qu'on n'a pas la quantité de matière, donc on doit utiliser une autre formule pour l'obtenir à partir de la masse. L'énoncé dans ce cas-là nous aurait probablement donné la masse molaire du NaCl ou nous aurait donné un moyen de l'obtenir. Donc ici 58,44 g par mol. On fait l'application numérique, on trouve une quantité de matière de 8,56 fois 10 puissance moins 2 mol, et donc on peut calculer la concentration en soluté. Ici 8,6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Attention, on ne conserve que 2 chiffres significatifs puisqu'on n'en avait que 2 dans l'énoncé. Avant de passer à la troisième partie, pense à t'abonner et au pouce bleu si tu trouves que cette vidéo elle est utile et que tu souhaites me soutenir pour avoir du contenu toujours plus régulier pour t'aider à avoir d'excellentes notes en physique, en chimie, au lycée. Dans les 2 parties qui restent, on va définir plusieurs termes. Alors ne te sens pas perdu, si tu as un peu de mal, n'hésite pas à revenir sur la vidéo plusieurs fois, ce chapitre il est assez dense, c'est normal d'avoir besoin de plusieurs écoutes pour tout assimiler. La solubilité d'un soluté dans un solvant, on la note souvent S, et c'est une grandeur qui ne s'applique qu'aux solides ioniques. Petit s, son unité c'est donc le gramme par litre, et ça correspond à la masse maximale de l'espèce qui peut être dissoute dans 1 litre de solvant, souvent donc dans l'eau. Et la solubilité dépend donc principalement de la température et du solvant choisi. On voit que les valeurs elles peuvent vraiment varier. Ici ce que ça nous apprend c'est qu'on peut dissoudre 359 g de sel dans 1 litre d'eau à 20 degrés. Au-delà, la solution elle sera dite saturée. Et si tu rajoutes du sel, tu auras beau mélanger, le sel ne se dissolvera plus dans l'eau. Il restera sous forme de précipité au fond de l'eau. Si on a le cas extrême où la solubilité elle est égale à 0 g par litre, alors le soluté il est dit insoluble dans le solvant. Lorsque le soluté va être un liquide, il pourra être soit miscible avec un solvant, dans ce cas ils formeront un mélange homogène avec une seule phase liquide, c'est par exemple le cas de l'eau et de l'éthanol, ou de l'eau et un sirop de fraise par exemple, ou alors ils pourront être non miscibles avec un solvant. Dans ce cas, ils formeront un mélange hétérogène avec 2 phases distinctes, la phase la plus dense étant celle du dessous. C'est par exemple le cas de l'eau et de l'huile. Alors on a déjà abordé tout ça en secondes, et tu peux faire un rappel ici dans cette vidéo. Si on se retrouve dans le premier cas, le cas d'un mélange homogène et qu'on souhaite extraire une espèce chimique spécifique, on pourra faire ce qu'on appelle une extraction par un solvant ou encore une extraction liquide-liquide. Ça c'est également quelque chose que tu as déjà dû rencontrer dans ta scolarité, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment celle-ci. Ça consiste en une manipulation expérimentale qui va permettre d'extraire une espèce chimique qui est dissoute dans une solution. Imaginons que tu as un mélange avec de l'éthanol, de l'eau et d'autres espèces chimiques et que tu veux retirer seulement l'éthanol. Eh bien tu peux utiliser cette extraction par un solvant. Comment ça fonctionne ? On va ajouter au mélange initial une autre espèce chimique, qu'on va appeler le solvant extracteur. Ce solvant extracteur, il devra avoir les propriétés physiques suivantes. Le soluté devra être plus soluble avec le solvant extracteur que dans le solvant initial. En faisant ça, le soluté va migrer de l'ancien solvant vers le nouveau solvant, et le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant initial. Bah oui, parce que sinon tu vas juste te retrouver avec un nouveau mélange homogène avec juste une espèce chimique en plus à l'intérieur. Tu vas encore compliquer le problème. Et ensuite, tu auras un mélange avec 2 phases distinctes. Une qui contient le solvant initial, sans l'espèce que l'on cherche à extraire, et une qui contient le solvant extracteur et l'espèce dissoute. Une espèce chimique, elle est dite hydrophile si elle a des affinités avec l'eau, c'est-à-dire si elle est soluble avec l'eau.
De la même manière, elle est dite lipophile si elle est soluble avec les corps gras, donc si elle a des affinités avec les corps gras, qu'on appelle aussi des lipides. Une espèce chimique qui va posséder les deux parties, donc une espèce hydrophile et une espèce lipophile, sera dite amphiphile. Et on dira de ce type d'espèce qu'elle est tensioactive. Et elle a notamment la propriété de pouvoir modifier la tension de surface du solvant dans lequel elle est dissoute. Le plus simple, c'est encore de voir ça à travers l'exemple du savon. On souhaite par exemple enlever cette tache de gras sur du textile. Le problème, si on le fait juste avec de l'eau, c'est que le gras c'est apolaire et l'eau c'est polaire. Et du coup, si tu essayes de nettoyer cette tache de gras avec de l'eau uniquement, tu ne pourras pas car l'eau est une molécule polaire qui sera non miscible avec la graisse qui est, elle, apolaire. Car oui, la graisse c'est non miscible avec l'eau. En revanche, en ajoutant du savon, ça va changer un certain nombre de choses. Si on simplifie la molécule de savon, elle est composée de deux parties. Premièrement, une queue qui est dite lipophile. Ou encore hydrophobe, ça revient au même. Autrement dit, elle a des affinités avec le gras, mais au contraire, elle est repoussée par l'eau. Et on a une tête qui est, elle, hydrophile, c'est-à-dire qui a, elle, des affinités avec l'eau. Si on ajoute du savon, on va donc avoir la partie lipophile qui va venir se fixer dans la graisse. Mais l'autre partie, elle n'aime pas la graisse, elle préfère l'eau. Elle va donc aller chercher des molécules d'eau. L'ensemble va donc venir décoller le gras comme s'il était soluble. Et en laissant agir, on va même se retrouver avec du gras totalement entouré de molécules de savon. Ça va former ce qu'on appelle des micelles. Du gras entouré de savon avec de l'eau autour. Quand tu réalises des bulles de savon, c'est un peu le même principe qui est en train de se passer. Et en faisant ça, le savon permet de décoller le gras et de le disperser dans l'eau, un peu comme s'il était soluble. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de physique et de chimie pour le collège et pour le lycée.